Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver comme chaque mercredi matin pour on vous donne la parole sur Studio Calita. Comme vous le savez déjà, pour participer à cette émission, vous pouvez nous appeler sur notre boîte vocale au 050 430 80 20, 050 430 80 20. Nous laisser un message et nous vous rappellerons pour participer donc à vous. On vous donne la parole sur Studio Calita. Je vous rappelle que pour suivre nos émissions de Studio Calita, rien de plus simple aussi, vous téléchargez notre application Studio Calita sur Apple Store ou Google Play. Ou bien vous pouvez nous suivre bien entendu aussi sur notre site studiocalita.com. Et nous recevons tout de suite notre premier auditeur puisqu'il s'agit de Yossi. Yossi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous habitez Paris aussi. Vous avez un parcours un peu particulier puisque vous avez habité en Écosse aussi, vous habitez en Grande-Bretagne. Et ça vous fait donc bien connaître un peu ces différentes communautés. Et on voulait parler avec vous ce matin de l'approche des médias en France, plus particulièrement, concernant tout ce qui se passe actuellement, les émeutes dans la bande de Gaza entre Palestiniens et l'armée israélienne. Et vous suivez ça, vous, de Paris, et vous avez une vision un peu particulière, on va dire, sur ce qui se passe actuellement. Je dirais que j'ai une vision plutôt pragmatique dans la mesure où je ne me contente pas de regarder ce qui passe aux 20h ou aux 13h des grandes chaînes, c'est-à-dire je fais le tour des chaînes à la fois françaises et étrangères, notamment les chaînes britanniques, dans la BBC. Oui. Et là, je vois la manière dont les médias français traitent donc tout ce qui concerne ces émeutes, et c'est de manière très singulière, c'est-à-dire que lorsque vous regardez, vous avez l'impression qu'on voit les choses que d'un côté. C'est-à-dire que l'on voit les choses que du côté des émeutiers de Gaza. Du côté palestinien, en fait. Voilà, des émeutiers de Gaza, absolument. Mm-hmm. Et donc, on a l'impression donc que d'un côté, vous avez ces émeutiers désarmés et totalement pacifistes, bien qu'on les voit avec des lance-pierres, avec des cerfs-volants enflammés, etc. Et en face, vous avez des soldats de Tsahal, de l'armée israélienne, donc l'armée de défense d'Israël, qui sont lourdement armés et qui sont là pour tuer des émeutiers. Or, il ne faut pas oublier que l'armée est là pour protéger des frontières reconnues, et que l'on ne peut pas franchir comme n'importe où dans le monde sans y être autorisé, particulièrement pour s'en prendre à des civils. Alors comment vous expliquez, vous, Yossi, justement, que les médias, que ce soit les médias en France ou en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays, donnent une vision partielle, en fait, de ce qui se passe réellement dans la bande de Gaza? En fait, la différence entre la Grande-Bretagne et la France, c'est qu'en Grande-Bretagne, si vous voulez, lorsqu'ils donnent l'information, ils ne tiennent pas compte de ce que pensent les communautés. C'est-à-dire, ils donnent l'information de manière, entre guillemets, impartiale et brute, oui. C'est-à-dire ils ne la mâchent pas. Et par exemple, quand vous avez des reporters, ils ne prennent pas par exemple, qui ne comprennent pas l'arabe, ils ne prennent pas un interprète arabe de la région qui va traduire uniquement, parce que moi qui parle l'arabe, quand j'entends ce que l'interprète traduit au reporter qui passe le reportage aux informations en France, je maîtrise parfaitement la langue arabe, il ne traduit que partiellement ce que disent les manifestants en arabe. Or, en Grande-Bretagne, vous vous rendez compte qu'ils prennent des interprètes qui traduisent absolument tout, c'est-à-dire des gens qui ont étudié l'arabe mais qui ne sont pas forcément arabes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et c'est là où l'information est biaisée. Quand vous avez, par exemple, des manifestants à Gaza qui disent en arabe « Khaybar, Khaybar, ya Yahoud, Jaish Mohammed Sawfa Yaoud », c'est-à-dire « Gare à vous, juifs, l'armée de Mahomet va venir vous tuer », j'ai remarqué que cette phrase
n'a jamais été traduite dans un reportage en français. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette phrase n'est pas traduite en fait, et vous pensez que c'est fait et c'est fait exprès. C'est-à-dire que on veut pas donner un mauvais sens à ce qui est proclamé, ce qui est scandé pendant ces manifestations. En fait, je suis pas dans la tête des gens, mais ce que je constate, et ça je le constate et j'y crois profondément, c'est que les médias français soit ils veulent ménager la sensibilité ou la susceptibilité en fonction des cas de la communauté musulmane en France, d'accord, soit il y a un choix délibéré de faire passer, et c'est mon point de vue qui n'engage que moi, de faire passer l'armée israélienne, pour une armée agressive qui s'attaque à des civils qui ne font qu'exprimer une opinion. Or, ce n'est pas le cas. Les images, entre ce que les images montrent et ce que, le reporter dit, nous avons un décalage énorme. Alors pourquoi les médias font-ils cela? Comme je vous l'ai dit, au même titre qu'une certaine bien-pensance, tout en nous parlant d'islam, n'en parle que de manière partielle, c'est-à-dire continuant à nous dire religion, sachant que j'ai étudié l'islam, j'ai consacré 3 ans et demi de ma vie à étudier l'islam, le Coran, les hadiths. Je suis né de père musulman, algérien, d'accord. J'ai vécu les 8 premières années de ma vie en Algérie, donc on ne pourra pas me dire que je ne sais pas ce dont je parle. Vous connaissez la culture et vous connaissez bien ce pays. Tout à fait. Et donc, si vous voulez, en France, il y a toujours cette bien-pensance qui est là à ne pas vouloir heurter, comme je vous disais, la sensibilité ou la susceptibilité de la communauté musulmane. Et ça, vous ne l'avez pas remarqué en Grande-Bretagne. En aucun cas. En aucun cas. Malgré le fait qu'il y ait aussi une communauté très importante, une communauté musulmane très importante. Il y a non seulement une communauté musulmane très importante, mais à l'inverse de la France, bien que ça le soit de moins en moins, hélas, la Grande-Bretagne est un pays très communautariste. Oui. Donc, c'est d'autant plus étonnant que là-bas, l'information, elle est donnée de manière totalement impartiale. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à la place des gens, on ne leur dit pas ce qu'ils doivent penser, on leur donne l'information et on les laisse réfléchir par eux-mêmes. Et ils sont extrêmement à cheval sur la déontologie. Et là-bas, les têtes peuvent sauter pour un oui ou pour un non. D'accord. Je veux dire, c'est pas comme en France où il vous faut, à la limite, commettre un crime de lèse-majesté pour que votre tête saute. Là-bas, pour un tout petit détail, vous sautez immédiatement. Les gens se plaignent, les gens se sont choqués, et parce que ce que vous donnez est inexact, et là, vous sautez immédiatement. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire justement pour essayer de changer la vision que les médias ont d'Israël, en particulier la vision des médias français? Est-ce qu'on peut faire quelque chose en tant qu'individu, en tant que communauté? Déjà, il faut pas hésiter d'utiliser les réseaux sociaux. Ouais. Personnellement, j'utilise les réseaux sociaux allègrement, Facebook. D'accord. Allègrement, il faut vraiment pas hésiter à les utiliser, en se servant comme exemple, comme je fais moi tous les matins, faire une espèce de revue de presse quand je me lève le matin pendant le petit déjeuner, en passant par plein de chaînes d'information de plein de pays différents, et donc il faut pas hésiter justement à intervenir, à écrire également aux médias, à leur dire, ne dites pas il y a eu 3 morts dans l'assaillant, c'est-à-dire un terroriste qu'on n'ose même pas appeler terroriste, on l'appelle l'assaillant. Cette manie de continuer à dire assaillant, 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 alors que la personne a crié Allahu Akbar plein de fois avant de tuer des gens,
mais vous savez pertinemment que quand les gens regardent des informations ou écoutent les informations, ils écoutent la première ou la deuxième phrase et ensuite ils réagissent entre eux et ils n'écoutent plus la suite. Donc si donc vous réagissez, vous envoyez des messages, des mails, des lettres aux rédactions en expliquant ce qui a été dit et de pourquoi c'est des choses qui ne sont pas vraies. Absolument, tout à fait. Il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps pour ça quand même. Il faut prendre du temps pour le faire. De toute façon, compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons, compte tenu de tout ce qui se passe, compte tenu de ce qui se passe en Israël actuellement, et ce n'est pas rien, vous avez une volonté délibérée du Hamas et du djihad islamique qui cherche volontairement à provoquer Israël afin qu'Israël re-rentre dans Gaza et ainsi une armée défensive devient une armée d'occupation pour légitimer un tas de choses dont la présence iranienne aux portes d'Israël. Donc on ne peut pas, si vous voulez, dire et ça demande beaucoup de temps et je n'ai pas le temps et je travaille. Il faut le faire. Vous savez, moi je suis marié, je travaille, j'ai une vie sociale, j'ai des responsabilités et je prends du temps sur le temps que je n'ai pas parce qu'il est très important que les gens comprennent. Sinon, ce sentiment de haine qui ne cesse de croître et de se développer va continuer et bientôt, nous allons nous retrouver dans une situation où des jeunes qui ne sont pas capables de réfléchir avec suffisamment de recul et de hauteur vont se contenter d'écouter ce que disent les médias et de regarder des images qui ne sont pas suffisamment expliquées, n'est-ce pas, par les journalistes, et réagir et surréagir, et on va se retrouver avec une guerre communautaire et on va se retrouver impliqués plus que nous le sommes déjà dans un conflit lointain auquel les gens ici ne comprennent absolument rien. Ils réagissent sans comprendre. En tout cas, c'est un travail très important que vous faites, il faut le signaler et on va vous féliciter de ce travail de Hasbara. Hein. C'est un travail vraiment d'explication, un travail acharné aussi, puisque il faut prendre, comme vous l'avez dit, il faut prendre le temps sur le temps pour ce travail très important. Pardon, le temps qu'on n'a pas justement, mais c'est un travail très important à faire. Merci beaucoup Yossi de nous avoir donné ces explications. Et si vous permettez juste une dernière chose, pour moi c'est une guerre de communication. Hein, ce n'est plus seulement un conflit avec des armes, c'est devenu carrément, et on le voit de manière c'est une guerre des mots plus flagrante de la part du Hamas et du djihad islamique, que c'est une guerre de communication. Et par ailleurs, moi, j'ai créé une page, un groupe dans mon profil Facebook qui s'appelle « Ma guerre contre l'antisémitisme ». Et je n'ai pas fait cela pour rien. Je n'ai pas fait cela parce que ça me rapporte de l'argent ou quoi que ce soit. J'ai fait cela parce que ça s'impose. J'ai compris. Ça s'impose. Je veux dire, ce sont des choses... C'est pas que ce sont des choses qu'on veut faire, ce sont des choses que l'on doit faire. Très bien. Merci beaucoup Yossi. Nous suivrons en tout cas de très près cette page que vous avez créée et peut-être une prochaine fois nous vous demanderons d'intervenir une nouvelle fois pour nous expliquer un peu ce qui se passe dans les médias, particulièrement en France. Merci beaucoup Yossi. Bonne journée à vous. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité d'exprimer ces choses-là. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il reste encore beaucoup à dire. À bientôt, merci beaucoup et bonne continuation. Merci infiniment. 050 430 80 20, le numéro de téléphone de notre boîte vocale. Si vous voulez vous aussi participer à l'émission, on vous donne la parole sur Studio Kalita. Vous nous appelez, vous nous laissez un message et puis nous vous rappellerons très très rapidement pour participer à notre émission qui a lieu donc tous les mercredis matin sur Studio Kalita et nous allons accueillir tout de suite notre second auditeur qui est cette fois-ci de
Tel Aviv, puisque c'est Rémi Blum. Bonjour Rémi, bonjour vous. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler d'un sujet que moi je ne connaissais pas, puisqu'on en a un peu parlé hors antenne en préparant l'émission. Et il s'agit en fait, on va appeler ça un nouveau kibbutz. Alors, le terme m'importe moins que le phénomène en général. D'accord, c'est un phénomène. Alors, c'est un phénomène où le kibbutz, effectivement, pour moi, c'est un précurseur. Les premiers kibbutz, ça a été en 1909, donc c'est pas plus de 100 ans. Et ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, et je parle pas seulement d'Israël, il y a une tendance mondiale, probablement suite à un sentiment de fin d'idéologie, etc., de recherche de nouveaux cadres. Je vais donner un exemple. Dans tous les pays du monde, en fait, on assiste à une baisse des votants à chaque élection. C'est-à-dire que le modèle collectif national a perdu de sa légitimité d'une certaine manière, puisque les citoyens considèrent qu'ils ont voté pour quelqu'un qui ne va pas ensuite réaliser ses promesses, et donc la participation dans le collectif de plus en plus faible. C'est-à-dire que c'est un désintéressement des citoyens à ce qui se passe dans la cité, on va dire dans la vie politique ou la vie sociale. C'est ça, au niveau du grand collectif national, on va dire. Ouais. Donc il y a d'une part une désaffection, mais il y a aussi un autre mouvement. Alors je vais quand même peut-être d'abord commencer par revenir au kibbutz, et puis donc le kibbutz était aussi basé sur un modèle socialiste, mais dans un pays qui cherchait à exister, à se construire. Donc il y avait une notion de survie, il y avait une notion de lutte pour l'existence. Et le collectif était la chose la plus importante. C'est-à-dire que l'individu était sacrifié pour le collectif, et ça c'est un phénomène qu'on peut voir en Israël jusqu'à la guerre de Kippour, puisque c'est à partir de la guerre de Kippour qu'on a commencé à se poser des questions sur le mythe du héros, le héros étant de préférence sacrifié dans l'intérêt collectif. Et le kibbutz, en fait, en parallèle, on voit qu'il a une évolution jusque dans les années 80, et que vers la fin des années 80, il y a une désaffection du kibbutz. C'est-à-dire qu'en fait, les aspirations individuelles des membres du kibbutz et des 3 à 4e générations n'étant pas réellement satisfaites, en plus le kibbutz traversait dans les années 80 une crise économique. Il y avait une crise économique en général, il a fallu qu'arrive un peu plus tard le côté la high-tech, etc., mais on n'en était pas encore là. Et donc il y a un mouvement de fuite qui a duré 15-20 ans. Ça a amené beaucoup de kibbutz d'ailleurs à commencer à se privatiser, au moins partiellement. Tout à fait. Il y a eu ce qu'on appelle en hébreu la hafrata, la privatisation des kibbutzim. Voilà, alors j'ai trouvé, tout ça pour dire que j'ai créé un site internet parce que le sujet me passionne depuis très longtemps. Moi je rêvais du kibbutz quand j'avais une vingtaine d'années. Je l'ai pas fait. J'ai beaucoup travaillé en kibbutz comme volontaire, mais ça c'est autre chose. Après, j'ai eu le sentiment, en me posant la question pourquoi j'ai créé une start-up et pourquoi je gérais une 50aine de personnes pendant une vingtaine d'années, qu'est-ce que j'avais pu trouver dans cette activité, et j'ai eu l'impression que j'essayais de réaliser sous un autre angle. Voilà, une forme de kibbutz, mais bon, faut pas se leurrer, c'en était pas un, c'était très pyramidal malgré tout, même si je cherchais à avoir l'unanimité dans les décisions. Et en fait, j'ai toujours rêvé de revoir les choses, et puis justement, en discutant avec des gens d'une vingtaine d'années, de 20-30 ans, je me suis aperçu que c'était encore là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existait, et c'était une aspiration que certains jeunes d'aujourd'hui, on va dire des jeunes qui habitent, puisque vous habitez Tel Aviv, des jeunes qui habitent à Tel Aviv, malgré le fait qu'on peut penser à la vie capitaliste, à la vie avec justement toutes ces start-up, etc., ils aspirent à quelque chose de plus collectif. Alors, j'ai encore un doute là-dessus, c'est d'où l'intérêt de ce site. C'est que j'ai l'intention d'aller approfondir les motivations les plus, je dirais les plus courantes, parce qu'on va en trouver, il y a des motivations parfois spirituelles. Je peux donner l'exemple de certains, il y a eu des choses à ce niveau-là qui datent
la première grande ville, plutôt, non, pas grande ville, pardon, la plus grande collectivité plutôt en Inde en 1968, c'est Auroville. Auroville, c'est une collectivité. Auroville, c'est pas par hasard un nom français. Auroville, c'était bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais disons ça a été créé autour d'un projet spirituel. Et on va retrouver aussi cette notion de partage, enfin un peu comme dans le kibbutz. Mais c'est international. Il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on a aussi les années 70 avec les différents mouvements de libération. On a la secte, enfin je sais pas si c'est le nom qui convient, mais Osho, le mouvement Osho qui est très fort en Israël. Osho, c'est un mouvement spirituel qui a été qui vient d'un gourou indien qui a ensuite émigré dans l'Oregon aux États-Unis et qui a eu une influence dans le monde entier extrêmement forte. Dans certains milieux, bien sûr, hein, je ne veux pas non plus généraliser, mais et on peut retrouver des effets, d'ailleurs, même aujourd'hui, on peut retrouver des effets sur les méthodes Osho, de méditation et autres, dans les ashrams en Israël. Et beaucoup de jeunes, aujourd'hui, en Israël, sont attirés par le fait de se regrouper pour vivre une vie dans laquelle ils vont tourner le dos au monde moderne capitaliste, c'est-à-dire aller vers de l'écologie, aller vers un modèle éducatif différent, aller vers un modèle social différent, un peu dans l'inspiration parfois d'économie particulière. Bon, il y a le Bitcoin aussi, qui est quelque chose qui amène à ce que il n'y a pas de centralisation de la monnaie, mais qu'elle s'est partagée dans le portefeuille de chacun. Enfin, il y a beaucoup de tendances qui vont chercher à se concrétiser à travers le fait qu'un petit groupe, en général c'est des petits groupes, créer leur propre village autonome. Est-ce qu'il y a déjà des réalisations, est-ce qu'il y a des groupes comme ça, des petits villages qui existent déjà, qui ont été créés? Oui, il y en a plusieurs. Donc j'ai créé pour essayer d'approfondir et de témoigner de ce qui se passe un site internet pour mettre à l'intérieur des articles, des vidéos, etc. Et le nom du site, je voudrais l'évoquer parce que j'aimerais bien que des gens viennent visiter le site et puis contribuer, discuter. Enfin, je voudrais que ce soit un site d'échange. C'est Communities en anglais, Communities Here and Now.com. Et sur ce site, en fait, l'objectif, c'est d'aller justement interroger, témoigner des méthodes utilisées pour l'éducation, pour l'agriculture, pour la médecine holistique, une vision nouvelle de la famille éventuellement, où rien n'est jamais nouveau, mais disons qui se voudrait nouvelle. Alors qu'on était dans un modèle socialiste qui était très rationnel d'une certaine manière, qui était très laïque aussi, on assiste maintenant à quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que c'est encore quelque chose. C'est quelque chose. Il y a de la spiritualité. Elle est souvent indéfinissable parce que c'est souvent des bribes de toutes sortes de choses. Donc c'est comme des laboratoires. Et je dirais même plus que ça, même le kibbutz. Pour revenir sur la notion d'évolution du kibbutz dans les années 90 que j'évoquais tout à l'heure, le kibbutz qui a commencé à se privatiser, il s'est aussi ouvert à certaines nouvelles choses. Et la question de l'identité du kibbutz, elle s'est à nouveau posée. Et il y a même eu des tribunaux qui ont dû trancher parce qu'il y avait des batailles internes entre les membres du kibbutz pour savoir si c'était encore un kibbutz ou pas. Donc tout ça se rejoint d'une certaine manière. C'est quelque chose de nouveau c'est passionnant parce que c'est pas seulement israélien. Hein. Je voudrais surtout étudier en Israël pendant les 2 années qui viennent. Voilà. Pendant les 2 années qui viennent, je voudrais me consacrer à Israël parce que je pense qu'il y a énormément en Israël de sensibilité d'ordre social pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Créer un monde nouveau, c'est pas seulement une vision messianique de religieux, c'est aussi une vision de beaucoup de gens qui cherchent à trouver un sens à leur vie. Et Israël est vraiment en avant-garde par rapport à ces préoccupations. Donc je voudrais commencer par Israël et ensuite, peut-être en parallèle, si d'autres vont dans le même sens, essayer d'apporter aussi des témoignages de ce qui se passe dans le monde entier. Très bien, en tout cas c'est un sujet très intéressant qu'on va regarder puisqu'on va suivre de très près votre site et merci de nous en avoir parlé ce matin en tout cas. Merci Olivier de m'avoir écouté et puis je vous invite tous à venir visiter le site internet. Je peux répéter le nom? Oui, bien sûr.
Ok. www.communities here and now, tout attaché.com. Voilà. De toute façon, il sera aussi dans le site de Studio Qualita et sur la page Facebook pour que les personnes puissent le retrouver plus facilement. Merci D'accord. beaucoup. Et puis s'il y a des volontaires, je l'écris en français à la base, je traduis en anglais et il y aura bientôt une version en hébreu. Très bien. Donc, vous avez besoin d'aide pour les traductions. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Rémi. Bonne journée à vous. Olivier. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Nous terminons ainsi cette émission de On vous donne la parole sur Studio Qualita. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir aussi participé à cette émission. Et puis merci à David pour la réalisation technique. Nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. À la semaine prochaine. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.